Donc voilà, on va parler de community management ce soir, c'est clair. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour la petite histoire, je vais vous dire brièvement d'où je viens et comment j'ai atterri à Neuchâtel ici. Donc voilà, moi je suis franco-américain, je suis né à Paris et j'ai grandi à New York et j'ai habité toute ma vie aux États-Unis. J'ai évolué dans le métier de l'informatique. Moi je ne viens pas ni du luxe ni de l'horlogerie. Alors je ne connais rien au luxe d'ailleurs et je connais très peu à l'horlogerie, ça fait seulement 1 an que je suis dedans. Moi je viens encore une fois de l'informatique. J'étais développeur, j'étais programmateur pendant longtemps. J'ai fondé plusieurs boîtes aux USA, j'étais à mon compte pendant de nombreuses années. Et puis éventuellement, je me suis tourné un peu plus vers le commercial. J'étais ingénieur commercial récemment. Et puis après, je suis devenu ce qu'on appelle aux US Technical Evangelist dans le domaine du Business Intelligence, donc les grandes bases de données et d'analyse et tout ça. Et puis, donc il y a 1 an, par l'intermédiaire de LinkedIn, donc j'étais évidemment très présent sur les réseaux, mais plutôt dans le B2B, quoi. Ce n'était pas des consommateurs. Et par le biais de quelqu'un que je connaissais sur LinkedIn, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Cécile May, qui a repris une marque qui s'appelle Marvin Watches, qui est basée à Neuchâtel d'ailleurs, et qui cherchait justement un community manager, ce qui pour une société horlogère était assez unique. On s'est parlé, j'ai vu le produit, je lui ai dit, écoute, ton truc c'est génial, c'est magnifique, j'aime beaucoup ça. Et moi je ne connais rien à la montre, je sais à peine reconnaître une Rolex, tu comprends, tu as vraiment besoin d'un mec qui soit dans ton milieu. Elle m'a dit non, tu comprends rien, elle me dit justement, je veux un gars qui soit complètement en dehors, je veux un ovni, je veux un type qui ne sache rien là-dessus, mais qui connaisse bien par contre les outils à utiliser, qui connaisse bien le web, qui comprenne la communication online et tout ça. Alors là, ça a fait clic et j'ai rapidement réalisé qu'effectivement, il y avait très très peu de gens qui faisaient ça dans l'horlogerie. Et puis j'ai toujours en fait aimé l'horlogerie, mais bon, pas professionnellement, mais c'est vrai que ça m'a toujours attiré, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et puis j'ai vu l'opportunité, je me suis dit, ok, ça je ne peux pas rater, il faut que j'aille faire du social media dans l'horlogerie, parce que pourquoi pas. Mais pour faire ça, évidemment, il fallait que je vienne en Suisse. Donc, parce que ici, c'est le berceau, c'est le cœur de l'horlogerie. Donc, il fallait que je sois ici dans la région. Donc, voilà. C'est comme ça que je suis arrivé en Suisse. C'est comme ça que je suis arrivé dans le monde du luxe. C'est comme ça que je suis arrivé dans l'horlogerie. J'appelle ça arriver par l'entrée des artistes parce que c'est très difficile en fait de rentrer dans l'horlogerie. C'est un monde, le luxe en général, mais l'horlogerie en particulier, c'est un monde vraiment très très fermé, très secret et on n'y rentre pas comme ça. Et donc voilà. Alors, parlons un peu du community management et puis ce que ça veut dire. Je pense que une bonne façon de commencer, ce serait déjà de définir la chose. Alors, community, c'est quoi, en tout cas, dans le monde où moi j'évolue c'est quoi exactement? C'est les fans de la marque, c'est les clients, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. À mon avis, en tout cas, personnellement, je pense qu'il faut inclure aussi l'industrie, il faut inclure les concurrents, en fait, il faut inclure les distributeurs, il faut inclure les points de vente. Et puis, très important aussi, il faut inclure les blogueurs, je pense, tous les journalistes, tous les gens de la presse. Et puis, parfois, il faut même inclure d'autres communautés qui n'ont absolument rien à voir avec le produit, le luxe, enfin l'horlogerie pour laquelle on travaille, je pense que c'est important. Donc, en fait, il s'agit d'un écosystème d'êtres humains qui vivent sur le web et qui sont un écosystème qui entoure la marque ou le produit. Et puis, au point de vue de la gestion, c'est quoi la gestion? C'est en fait gérer et être à la tête d'une tribu, en quelque sorte. Alors, ça veut dire les informer, mais ça veut dire aussi les divertir. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, la chose par laquelle il faut commencer, c'est d'abord les écouter. D'abord déjà déterminer où ils habitent, ces gens, parce que est-ce qu'il y a déjà une communauté qui existe? On a fait ça avec Marvin, par exemple. On est parti d'absolument rien, zéro. Donc déjà, la première chose, c'était de déterminer où ils sont, les gens qui sont intéressés dans la montre, dans cette gamme de prix de montre, dans ce genre de montre, dans la montre suisse déjà, pour commencer. Et puis après, écouter ce qui se passait. Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur les forums? Est-ce qu'ils sont sur Twitter? La réponse, c'est qu'ils sont un petit peu partout. Donc ça, c'est un des challenges du luxe et de l'horlogerie, je pense aussi. C'est très, très large. Et donc voilà, c'est ça, en fait, de gérer la communauté. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du marketing, c'est une forme de RP. C'est pas du marketing, c'est pas une forme de RP. Souvent, les gens disent, en fait, ouais, tu fais du marketing, c'est un autre réseau, tu fais sur Facebook au lieu de faire des press releases ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que le monde est en train de changer, mais en fait, il est en train de redevenir comme c'était avant. Alors, c'est quoi la communauté? C'est vraiment mettre le client au centre de l'entreprise et avoir des relations humaines personnelles et proches
bidirectionnel avec les gens, c'est-à-dire que c'est basé sur la conversation. Donc on ne lui balance pas de l'information, mais on lui pose des questions, il répond, et puis on a un échange comme ça. Et en fait, c'est ce qui existait bien avant l'avènement du mass media, parce que pendant des centaines d'années, les gens faisaient comme ça, ils allaient au marché, ils connaissaient les gens personnellement, ils connaissaient le magasin. Si le boucher à gauche, il vendait moins bien ou le produit était moins bon que l'autre boucher, bah, les gens, ils tchatchaient, ils parlaient, ils disaient à la famille, ils disaient au pote, il ne faut pas aller chez lui, il ne faut pas faire ci, ce gars-là, il est pas bon, ce gars-là, il est bon. Et après ça, bon, il y a eu le mass media, ce que j'appelle du carpet bombing, et puis on balance l'information aux gens, puis il y en a partout, puis les gens sont un peu saturés de ça. Donc maintenant, ce qui est important, surtout, c'est ce qu'on appelle word of mouth, donc le bouche à oreille. Donc la gestion de communauté, c'est ça, c'est créer ça, et c'est inciter aussi les gens à devenir des ambassadeurs de la marque ou du produit. Parce que bon, dans la communauté, généralement, à mon avis en tout cas, c'est très difficile de la bâtir autour d'un produit. Ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant et ce qui fonctionne surtout, c'est de bâtir des communautés autour d'une cause, une grande cause, ou d'un gros problème. Bon, je ne sais pas, des problèmes médicaux, des choses comme ça. D'ailleurs, les premières communautés aux États-Unis ont commencé, c'était des communautés qui se réunissaient pour le sida, en fait. Et ça a eu un énorme impact sur la société. Donc tout ça, ce n'est pas vraiment neuf. Ce qui est neuf, c'est l'outillage et le fait qu'effectivement, on peut communiquer globalement 24/7 avec les gens. Mais cette notion de rapport humain et de choses qui viennent du cœur, et de faire vraiment, d'inciter les gens à aimer une marque, et pas simplement aimer parce qu'ils aiment dans le portefeuille ou ils aiment parce que c'est beau, c'est si, mais vraiment aimer dans le cœur, pour ce que ça vienne du cœur, c'est ça le community management. Donc, tu me dis si je... Donc, merci. Pour continuer là-dessus, je pense que c'est intéressant aussi d'essayer de parler un peu d'un profil de personne qui fait ça. Et je pense que, premièrement, sont des gens qui doivent savoir écouter. Encore une fois, l'écoute, c'est très, très important. Il ne suffit pas de dire « ouais, nous, on écoute ça ». Il faut vraiment écouter, il faut savoir où écouter et comment écouter. Parce que des fois, les gens, ils disent des choses et ils veulent dire autre chose. Donc ça, il faut déjà comprendre ça. Et puis, il faut être curieux, je pense. Ça, c'est très, très important. Et puis, il faut être aussi, faut connaître la diplomatie, il faut avoir un peu du politicien, il faut surtout, je pense, réaliser que c'est un métier qui n'est pas vraiment un job. Ce n'est pas un truc où tu te lèves le matin, tu vas au métro, au boulot, dodo, lunch, tu rentres, terminé, je ne suis plus community manager, ça ne marche pas. Ça, c'est un métier qui est 24/7. Moi, je dis toujours, ce n'est pas un job, c'est un mariage. Ça, déjà, il faut le comprendre, parce qu'il y a toute une éthique de travail derrière ce genre de métier qui ne correspond pas à un métier normal, si vous voulez. Parce qu'on agit dans le monde entier, il y a les différents fuseaux horaires, il y a des gens qui ont besoin de communiquer ou qui ont besoin de quelque chose le dimanche. Je parle spécifiquement du service après-vente ou d'un problème qu'a un client. Le client, il a le problème à 4 h du matin dimanche pour vous, ouais, c'est dommage, mais ou s'il y a une crise à gérer, par exemple, ça c'est pas, non, il faut attendre 9 heures après le croissant pour gérer la crise. Il faut le faire tout de suite et il faut mettre les moyens nécessaires pour faire ça. Donc moi, je pense que c'est ça le profil, enfin, ça fait partie du profil de community managers. Et puis, il faut avoir aussi, je pense, un certain esprit, je ne suis pas sûr comment on dit en français, mais maternel, je pense, parce que c'est comme une sorte d'enfant. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, et je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus au point de vue pourcentage, il y a beaucoup plus de femmes qui font ce métier en ce moment que d'hommes. Et je pense que c'est peut-être cette raison-là. J'espère que ce n'est pas une question de salaire, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir comment ça se développe, ce métier. Bon, alors donc, pour en revenir spécifiquement au luxe, enfin au community management et au social media dans le luxe, je pense que le problème fondamental, il est le suivant. Le luxe, c'est tout ce qui est clos, c'est privé, c'est secret, on ne peut pas rentrer dedans facilement. La marque, elle est contrôlée par la société, par l'entreprise, c'est très opaque. Et puis ça fait partie, c'est une sorte de mythe qui est entretenu, c'est fait exprès, c'est pas juste comme ça au hasard. Ça fait partie du luxe, c'est difficile par définition d'y rentrer. Et le social media, de l'autre côté, c'est tout ce qui est démocratisation, c'est l'ouverture, c'est la transparence, c'est disponible à tout le monde. Les outils de production sont disponibles pour tout le monde, plus seulement pour les sociétés de nos jours. Donc voilà, c'est ça le social media et le luxe. Donc il y a effectivement cette espèce d'orthogonalité entre les deux concepts.
Et en fait, ça peut paraître très évident, mais moi, ça m'a mis presque un an de comprendre, en fait, bien ça. Parce que moi, je suis venu de la techno, enfin de la technologie, de l'IT, je me suis dit, ouais, on va vendre des montres online, c'est génial, c'est tout ça, on va parler avec tous nos concurrents, ça va être formidable. Non. Et puis, on va être vraiment super ouvert avec les gens. Ah ouais, non, mais pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de subtilités à comprendre le monde du luxe. Alors, par exemple, pour prendre un exemple concret, si vous regardez sur Facebook, la majorité des gens vont sur Facebook, pourquoi? Pour avoir des coupons, enfin des rabais, avoir 15% en moins ou 20% en moins sur un produit. Il y a certaines marques qui ne peuvent pas se permettre cette approche. Il y a certaines marques qui ne peuvent pas faire des jeux sur Facebook parce que ça dilue la marque et puis ça la fout mal. Bon, pour rester poli. Mais je pense que ça dépend énormément du genre de marque aussi. Il y a des marques qui sont mass market, donc ça se prête beaucoup mieux à quelque chose comme Facebook ou d'autres réseaux. Et il y a des marques qui sont beaucoup plus haut de gamme et qui ciblent des clients, des groupes de clients beaucoup plus petits. Alors peut-être pour eux, c'est mieux de faire des communautés privées. C'est quelque chose qui se fait dans une certaine grande marque qui est très efficace. Donc, mais ça, c'est pour les clients qui existent seulement, nécessairement. Donc, il y a toutes ces subtilités. Puis aussi, ce qui se passe avec le luxe, je pense, il y a toujours ce combat entre on fait du qualitatif ou on fait du quantitatif. Alors, on veut beaucoup de fans, plein de gens, ou est-ce qu'on veut ceux qui comptent vraiment, donc ceux qui peuvent vraiment buzzer, ceux qui peuvent vraiment devenir des ambassadeurs pour la marque. Et ça, c'est aussi une question de stratégie et de com. Parce que de toute façon, tout ce qui est community management, c'est simplement l'application sur les réseaux d'une stratégie de marque. Donc, de toute façon, tout vient du haut, je pense. Donc, à ce moment-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on va avoir 200 000 fans ou 500 000 fans? Ouais, mais les trois quarts, c'est des gars de 13 ans. Donc, ouais, mais alors, ça peut être intéressant aussi, parce que du point de vue communication pour une marque, c'est génial de pouvoir dire, ah, moi, j'ai plein de fans. C'est vrai que c'est quand même prestigieux. Donc voilà, ça, ce sont des considérations, je pense, que dans mon expérience du luxe. Et puis bon, la gestion de crise aussi, c'est quelque chose qui est très important dans le luxe, parce que le luxe et puis l'horlogerie, c'est très émotionnel, c'est pas rationnel. Donc les gens dans votre tribu, généralement, c'est parce qu'ils aiment les choses, puis ça s'enflamme, ça peut s'enflammer très facilement. Alors ça, il faut faire attention que les gens soient correct, et puis surtout protéger la marque, parce que fondamentalement, c'est aussi notre rôle en tant que community managers. Bon, pour ça, il faut établir des règlements dès le départ, et puis encore une fois, faire de la veille constante, et puis surtout anticiper, puis voir quand les choses vont mal se passer. Je pense qu'après ça, ça devient un peu instinctif aussi. Donc voilà. Écoutez, je pense que voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, et puis j'espère que vous n'êtes pas trop endormis. Si, vous, monsieur, là, vous dormez? Ça va, non? Okay. Et puis, je pense que c'est très intéressant d'avoir des questions, si vous en avez, et puis de continuer la discussion d'une façon bidirectionnelle, ce qui est la meilleure façon de procéder, à mon avis. On a commencé à d'abord déterminer qui étaient les gens qui étaient vraiment influenceurs dans l'horlogerie. Et après ça, moi, j'ai été vers eux, j'ai communiqué avec eux, je leur ai dit hey, voilà ce qu'on essaye de faire, aidez-nous. Et quand on demande aux gens d'aider, généralement, c'est bizarre, mais ils le font. Donc ça, c'était une des premières façons qu'on a fait ça. Et je pense que c'était une façon, en tout cas, qui était efficace, puisqu'on a quand même réussi à accumuler pas mal de fans. Enfin bon, moi, je parle de Marvin, on parle de 2300, 2000, on ne parle pas de centaines de milliers. Mais bon, on est quand même parti de zéro, et c'est vrai que les gens qu'on a, ils sont généralement... nous, on fait vraiment dans le qualitatif, quoi. Alors, les gars, ils nous connaissent, on les connaît, c'est personnellement... Bon, pas tous, c'est vrai, mais c'est quand même un peu différent que d'avoir, bon, tu vois, 100 000, 200 000, un truc comme ça. Non. Mais je pense qu'il faut commencer avec les influenceurs, c'est clair, parce que pour avoir des gens qui s'intéressent à la marque déjà, pour qu'ils aient envie déjà d'aller sur Facebook ou de nous retrouver sur Twitter ou sur notre site, on a aussi bâti un blog et tout ça, on a tout... On a décidé en fait d'aller dans presque tous les réseaux. Pas tous, mais on a décidé qu'on allait faire du vidéo, on a décidé qu'on allait être sur YouTube, donc sur LinkedIn, sur Twitter, tout ça. Et puis on s'est dit après, on va voir ce qui se passe, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais pour les racolés, d'abord, on a communiqué, enfin on a demandé aux gens comment on dit en français, de passer le bon mot, quoi.
une autre chose qui est très importante dans le luxe, c'est que je n'ai pas mentionné, c'est le live, enfin de faire des événements justement avec des collectionneurs, avec des membres de la communauté qui ont un intérêt particulier ou un autre, et puis dans différentes parties du monde. On a fait un club VIP par exemple. C'était très bizarre. D'ailleurs, j'avais des journalistes qui m'appelaient et disaient « Mais pourquoi vous vous cassez la tête à faire un club VIP où vous vendez des montres qui ne dépassent pas 3000 francs ?» Je dis « Mais vous ne comprenez pas, c'est très important de faire ce genre de choses. D'abord, ça renvoie un message que tous les clients sont importants, parce qu'on leur a dit ben, « Vous venez, on va vous sortir, vous venez chercher une montre au factory, enfin au château, on est au château. » Et puis voilà, mais les gens ne comprenaient pas, mais vous ne vendez pas des montres à 50 000 francs. Ben non, mais ce n'est pas grave, c'est quand même important d'avoir ça. Bon, et puis ce que je voulais dire, oui, donc dans le luxe, le live eventing, le holy grail, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit, c'est de mélanger les deux justement, de faire en même temps de la vie réelle et puis de faire à côté le virtuel. Donc c'est très important de penser à ça parce que dans le luxe et l'horlogerie, c'est souvent, par exemple, lié à un point de vente ou une ouverture avec un blog live ou quelque chose en vidéo. Il faut toujours faire des deux côtés. En fait, il faut avoir la même approche, je pense, la même ligne de communication à la fois dans les réseaux de distribution, les vrais, dans la presse, dans le online, dans le live et tout ça, je pense. C'est important pour être consistant. Donc, les avantages qu'ils ont, ces gens, bon, il n'y a pas forcément des rabais, mais c'est vrai qu'il y a des fois des incentives pour aller sur le e-shop avec un certain pourcentage, par exemple. Il y a des fois des gens qui appellent au téléphone. Mais en fait, ce qu'ils aiment, c'est faire partie de la communauté et puis discuter du produit. Et discuter aussi de ce que ça représente, Marvin. Et puis de nous suivre, ils sont contents de nous suivre. Pourquoi? Parce que l'histoire de Marvin, en fait, c'est très intéressant parce que c'est une boîte qui date en fait de 1850. Les gens pensent que c'est tout neuf, mais en fait c'est très vieux. C'est une nouvelle, très ancienne boîte horlogère. Et l'histoire de Marvin, justement, c'est des gars qui ont fait un travail merveilleux parce que d'abord, ils ont vendu 7 ou 8 millions de montres depuis leur existence. C'est quand même pas négligeable. Ensuite, les mecs, ils faisaient des moteurs pour des mouvements pour Rolex dans les années 30. C'est génial, ils avaient leur propre manufacture. Et puis, bon, ils ont eu des hauts et des bas dans la vie, mais ils sont toujours relevés, ils sont toujours battus. Et ils sont tenus les coudes parce que c'était une famille assez nombreuse. Et puis, en fait, c'est ça que ça représente, la marque, dans un sens. C'est cette espèce de valeur émotionnelle des gars qui ont fait des hauts et des bas, mais ils sont revenus. Alors maintenant, on est revenu vraiment à fond. On est même revenu en Chine maintenant. C'est génial parce qu'on était en Chine au début du XXe siècle. Et ben, eux, ils se rappellent, les Chinois. Quand on revient maintenant, personne ne connaît Marvin, mais en Chine, par contre, ils se rappellent. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses intéressantes, je pense. Ouais, non, mais en fait, je fais community management seulement pour Marvin, et pour les autres, c'est plutôt de la strat et du social media management, ce qui n'est quand même pas la même chose. Le CM, le community management que je fais, dans l'horlogerie, c'est vraiment principalement pour eux. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un énorme souci à faire ça en tant qu'indépendant pour plusieurs marques. Mais bon, c'est clair qu'il faut choisir des marques qui soient vraiment complètement différentes, quoi, de produits, enfin, dans l'échelle des valeurs horlogères, si je puis me permettre. Mais je ne pense pas que ce soit impossible. Bon, il y a toujours ce débat, est-ce qu'il faut être à l'interne ou... Voilà, c'est ça la question que tu poses, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut être à l'interne ou est-ce que tu peux faire ça en tant que consultant? Moi, ayant fait les deux, sincèrement, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais d'un autre côté, si j'étais une marque, j'engagerais à l'interne. Enfin, j'engagerais soit d'abord, j'irais chercher à l'interne d'abord, je n'irais pas chercher à l'extérieur. Parce qu'à mon avis, il y a souvent quelqu'un à l'interne qui peut faire ce boulot. Et ça, c'est vachement important. Souvent, des fois, il le fait déjà, mais on ne le sait pas. Et puis, avec les agences et les consultants, les personnes peuvent partir. C'est très difficile à gérer quand un community manager bouge et part, change de marque et tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour... C'est une chose à laquelle beaucoup de marques ne pensent pas, d'ailleurs. Ils engagent quelqu'un, puis ouais, ça ne marche pas. Ah ouais, ben, c'est quoi votre plan B quand le gars part ou quand il est engagé par quelqu'un d'autre, quand il est débauché ou il est malade et tout ça, quoi. Donc, c'est... Voilà.
moi, j'ai toujours pensé que quand j'écris à quelqu'un, je me mets toujours, j'essaye de me mettre dans les chaussures des membres de la communauté. Moi, je ne veux pas écrire à community at. Ça me casse les pieds. Je ne sais pas qui il y a derrière, justement. Moi, ça me gêne. Je veux voir de l'humain. Moi, je veux voir qui c'est la personne. Il part, elle part, c'est égal. Mais pour moi, c'est important parce que ça responsabilise la marque. Sinon, ça veut dire quoi? Tu as un community, puis quand il y a un problème, ben, éventuellement, ils vont te donner à quelqu'un d'autre qui est possiblement le CEO. Enfin, je ne sais pas si ça va CEO dans la problématique. Mais moi, je pense qu'on fait de l'humain. C'est vrai. Alors, community at, ce n'est pas de l'humain. C'est un truc... bon, alors, mais d'un autre côté, c'est vrai, si la personne part et tout ça, bon, ça a des avantages, tu peux changer rapidement. Bon, OK. Et puis, quand on a beaucoup, effectivement. Mais moi, c'est une opinion personnelle, mais je pense que si tu vas faire ça, il faut vraiment y mettre de toi. Ça ne veut pas dire que tu racontes ta vie, tu parles toujours pour la marque. Tu ne racontes pas ta vie, tu ne fais pas des trucs personnels, c'est clair. Mais ils savent que derrière, c'est ce gars-là, ou cette femme-là. Bah, on fait de la promotion, ça dépend qu'est-ce que je voulais dire par promotion. On parle des valeurs de la marque, ça arrive, et on a une attitude et une approche à la communauté qui correspond aux valeurs de la marque. Mais ça ne veut pas dire qu'on est toujours en train de leur dire oh, bah, allez acheter de la montre. Bon, cela étant dit, c'est vrai que quand on a ouvert le e-shop à Marvin, on a communiqué dessus. Petit à petit, ça effectivement, bah, ça dit aux gens, bah, voilà. Mais d'un autre côté, les gens, ça fait 1 an qu'ils nous posent la question où est-ce qu'on peut acheter vos produits? On les adore. Alors quand on sort le e-shop, je ne vais pas m'empêcher de leur dire, mais en fait, tu te souviens que ben, voilà, maintenant tu peux aller là. Mais l'arrière-pensée, c'est jamais vendre du produit, c'est fidéliser les gens, c'est qu'ils en parlent, qu'ils aiment et qu'ils rapportent d'autres mondes dans la communauté. Ce n'est pas de la vente. Ça ne m'intéresse pas la vente. D'ailleurs, ça m'intéresse aussi de parler aux gens qui sont même trop jeunes pour acheter parce que je veux les faire rentrer, parce qu'eux, ce seront les clients dans 10 ans. Ça m'intéresse beaucoup. Vendre une montre, ça ne m'apporte rien. De bâtir un lien avec quelqu'un, ça m'apporte parce que ça, c'est pour le long terme. Et puis, il va en parler. Et puis après, ils vont en parler. Je ne vois jamais le community management comme du marketing ou comme de la vente. Même le contraire, presque. Mais c'est vrai que les résultats sont... Il faut quand même qu'il y ait des résultats concrets. Et c'est vrai que ce genre d'approche amène, pas la mienne, je veux dire du community management en général, amène éventuellement des ventes. Et des gens qui vous défendent quand vous avez un problème. Ça, c'est très important aussi. Ça fait partie du retour sur l'investissement. Ce n'est pas juste combien, à la fin du mois, on a facturé. C'est combien de gens vont nous aimer dans 10 ans, combien de gens vont en parler à leurs gosses, combien de gens vont nous défendre quand on aurait fait une bêtise, quand on aurait fait une connerie. Ouais. Donc ça, c'est l'investissement humain.